Le 31 janvier 1968, alors que le Sud-Vietnam célèbre les fêtes du Tet, l'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong lancent une offensive massive contre les États-Unis et les forces sud-vietnamiennes. Prenant par surprise les Américains et leurs alliés, la bataille du Tet commence avec l'attaque simultanée de la plupart des villes du Sud-Vietnam, dont la capitale Saigon. Tandis que les combats font rage à travers le pays, un commando Viet Cong prend d'assaut l'ambassade américaine à Saigon. Des deux côtés, les troupes s'affrontent dans un sauvage corps à corps. À plusieurs reprises, des Américains isolés et des soldats sud-vietnamiens triomphent de poches de résistance communiste. Le Tet est la première offensive d'envergure de la guérilla nord-vietnamienne contre l'armée américaine, la force militaire la plus moderne et la mieux équipée au monde. Et ses conséquences vont changer le cours de la guerre du Vietnam. Pour le général nord-vietnamien Von Nguyen Giap et le général américain Westmoreland, la bataille du Tet est un face-à-face décisif. La première phase du conflit vietnamien commence à l'automne 1945, quand les dirigeants de l'Indochine française désirent réaffirmer leurs droits coloniaux après la Seconde Guerre mondiale. Mais ils sont bientôt menacés par les communistes du Viet Minh, qui remportent la victoire sur les Français en mai 1954 lors de l'interminable bataille de Dien Bien Phu à 320 km d'Hanoï. 2 mois plus tard, à la conférence de paix de Genève, le Vietnam est partagé en deux au niveau du 17e parallèle. Le Nord-Vietnam a pour capitale Hanoï et le Sud, Saigon. Ho Chi Minh, le leader communiste du Viet Minh, contrôle le Nord-Vietnam. Ngo Dinh Diem gouverne le Sud. Hanoï est bien décidé à réunifier le pays, mais sous la bannière communiste. Les anciens membres du Viet Minh vivent au Sud-Vietnam dans la clandestinité et sont appelés Viet Cong. Le président des États-Unis, Eisenhower, craignant que les communistes ne mettent la main sur le Sud-Vietnam et deviennent une menace pour tout le Sud-Est asiatique, soutient Diem. Fin 1954, il envoie des instructeurs pour entraîner les nouvelles forces armées du Sud-Vietnam. 3 ans plus tard, encouragé par Hanoï, le Viet Cong reprend la guérilla dans les zones rurales du Sud-Vietnam. Le gouvernement de Diem prend des mesures draconiennes pour le combattre, ce qui entraîne des troubles parmi la population et, en 1960, une tentative de coup d'État militaire. Les États-Unis répondent par l'envoi de 900 conseillers militaires supplémentaires. En janvier 1961, le Nord-Vietnam forme au Sud-Vietnam le Front National de Libération. Son but est de renverser le régime de Saigon. Le président John Fitzgerald Kennedy répond en déclarant que le Sud-Vietnam a le soutien inconditionnel des États-Unis pour vaincre la menace communiste. Et suite à cette déclaration, il déploie au Vietnam un premier contingent de 2 compagnies d'hélicoptères. En février 1961, un commandement d'assistance militaire est établi. Et rapidement, 9000 hommes opèrent dans le pays. Les troubles se multiplient et Diem est assassiné en novembre 1963. Son régime symbolisait la corruption endémique et la faiblesse des gouvernements successifs de Saigon qui entravaient les efforts américains au Vietnam. En janvier 1964, le général Westmoreland arrive au Vietnam pour commander les forces américaines. Quand il prend le commandement, le Viet Cong contrôle la plupart des zones rurales du Sud et domine l'armée sud-vietnamienne. En août 1964, l'attaque du destroyer Maddox par les patrouilleurs nord-vietnamiens dans le golfe du Tonkin marque un tournant décisif.
Les Américains répondent immédiatement par des frappes aériennes sur les bases navales et pétrolières nord-vietnamiennes. Le président Johnson déclare que l'armée américaine est prête à contre-attaquer et déclare à ses alliés « Dans le sud-est asiatique, nous apporterons notre aide à tous ceux qui nous la demanderont pour défendre leur liberté. » Il assure à ses concitoyens qu'il ne veut pas étendre la guerre. Mais les dés sont jetés. L'incident du Tonkin marque le véritable commencement de l'interminable guerre du Vietnam qui n'a jamais été déclarée. En moins d'1 an, la situation empire considérablement, Giap ayant donné l'ordre au Viet Cong d'attaquer les cibles américaines, en particulier les bases aériennes autour de Saïgon. L'Amérique s'enfonce dans la guerre, et le 8 février 1965, l'opération Tonnerre roulant contre des objectifs précis au Nord-Vietnam tente de dissuader ses dirigeants de soutenir le Viet Cong. Westmoreland réclame aussi 2 bataillons de Marines pour protéger l'importante base militaire aérienne de Da Nang. Un mois après le début de l'opération Tonnerre roulant, les Marines se déchaînent dans le pays. Les Américains envoient pour la première fois des troupes terrestres. Mais l'opération manque son but. Pire, elle conduit les Chinois et les Soviétiques à soutenir le régime nord-vietnamien. Ils condamnent l'intervention américaine et fournissent à Hanoï des armes, du matériel et des moyens financiers. Au milieu de l'année 1965, Ho Chi Minh et Giap, son chef militaire, déclarent que la sécurisation du Vietnam ne peut se faire qu'avec le soutien total de l'armée nord-vietnamienne. Cet été-là, après les nouveaux revers que subit l'armée sud-vietnamienne, Westmoreland réclame une politique militaire plus agressive pour pouvoir soutenir ses alliés. Le président Johnson accepte et ordonne un renforcement massif. En 1967, les forces américaines au Vietnam atteignent 500 000 hommes, auxquels s'ajoutent des troupes venues d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Corée du Sud et de Thaïlande. Des pays qui veulent prévenir une éventuelle expansion du communisme en Asie du Sud-Est. Westmoreland croit qu'il va pouvoir petit à petit gagner la guerre. Les forces alliées sont supérieures technologiquement, financièrement, et adoptent une tactique qui va accroître considérablement le nombre de morts chez les Viet Cong. Mais Giap ne s'avoue pas vaincu. Il lance un assaut général sur le Sud-Vietnam. L'issue de ce conflit va dépendre du talent militaire et de l'expérience des 2 généraux. Von Nguyen Giap est né en 1912 dans une famille de paysans de la province de Quang Binh, située au centre du Vietnam. Son enfance est rude. Il travaille dans les rizières pour aider sa famille. Mais ses parents font de nombreux sacrifices pour envoyer leur fils étudier à Hue. En 1933, après avoir étudié dans une école française prestigieuse, il sort diplômé de l'université de Hanoï et commence à enseigner. À 23 ans, il rencontre Ho Chi Minh et devient un membre fervent du Viet Minh. En 1937, il est fait prisonnier par les Français en raison de ses activités. Il est relâché 3 ans plus tard et suit un entraînement militaire avec les communistes chinois avant de se battre contre les Japonais qui menacent d'envahir la Chine. Pendant ce temps, sa première femme et son fils sont emprisonnés par les Français. Ils vont mourir en prison et sa belle-sœur est exécutée en 1941 pour terrorisme. Giap jure de les venger. Il revient au Vietnam en 1943 et Ho Chi Minh le désigne pour former le département militaire du Viet Minh.
Après la Seconde Guerre mondiale, la France veut retrouver son ancien statut colonial en Indochine, tout en se préparant à accorder une semi-autonomie à la région. Mais elle veut malgré tout garder ses droits sur l'Indochine. Ho Chi Minh, lui, est bien décidé à chasser les Français et Giap regroupe ses forces. En 1949, il s'engage dans une campagne militaire particulièrement sournoise contre les Français qui aboutit à sa victoire à Dien Bien Phu en 1954. La même année, Giap devient ministre de la Défense de la toute jeune République populaire du Nord-Vietnam. Ensuite, il coordonne la guérilla contre le Sud-Vietnam et les Américains. En 1968, le moment est venu de changer radicalement l'équilibre du pouvoir dans le pays. William Charles Westmoreland est né en Caroline du Sud en 1914. Depuis l'enfance, il rêve d'entrer dans l'armée. Il devient cadet de l'Académie militaire de West Point en 1932 et est affecté à l'artillerie. Quand les Japonais attaquent Pearl Harbor en décembre 1941, il est capitaine. Durant la Seconde Guerre mondiale, il démontre ses qualités dans l'artillerie pendant les campagnes de Sicile et d'Italie de 1943 et 1944. Lieutenant-colonel à l'âge de 30 ans, il commande un régiment pendant l'avance des Alliés dans le nord-ouest de l'Europe. Après la guerre, il devient chef d'état-major d'une division d'infanterie, puis instructeur à l'école de guerre. En 1950, il commande le 187e régiment d'infanterie aéroportée qui est impliqué dans le conflit coréen. Dix ans plus tard, le général de division Westmoreland commande la 101e division d'élite aéroportée, puis devient général de corps d'armée aéroportée. Vice-commandant de l'assistance militaire au commandement vietnamien, il devient général 6 mois plus tard, en 1964. En janvier 1968, Westmoreland et Giap se lancent dans un affrontement qui paraît devoir être plus favorable au général américain. Le chef militaire vietnamien Von Nguyen Giap a une stratégie très claire pour conquérir le Sud-Vietnam. Il s'inspire des 3 étapes de la guérilla expérimentée par Mao Tse-tung. D'abord établir des bases arrières chez les paysans, puis attaquer par surprise et éviter les grands affrontements. Enfin, mener une guerre conventionnelle pour renverser le gouvernement adverse. Fin 1967, Giap a déjà accompli les 2 premières étapes et il s'apprête à lancer une importante attaque conventionnelle contre le Sud. Il est certain que le moment est venu d'écraser le régime de Saïgon. Mais il doit convaincre les Américains que la guerre est perdue pour eux et qu'ils doivent se retirer. Giap va agir simultanément sur 3 fronts, politique, militaire et diplomatique. La bataille politique doit assurer le soutien du peuple sud-vietnamien et affaiblir le gouvernement de Saïgon. Sur le plan militaire, il veut infliger des dommages irréversibles aux Américains et à leurs alliés. Sur le plan diplomatique, il s'attache à manipuler l'opposition internationale contre l'effort de guerre américain et à promouvoir le courant antimilitariste aux États-Unis. En juillet 1967, les hauts commandements du Nord et du Sud-Vietnam se rencontrent à Hanoï.
Ils reconsidèrent leur stratégie et décident d'un remaniement. Au cours des 2 dernières années, la tactique agressive de Westmoreland a causé des pertes sévères aux hommes de Giap et atteint profondément leur morale. Malgré cela, le général communiste veut prendre l'initiative militaire et surprendre les Américains et leurs alliés par une nouvelle tactique. Il décide de lancer une attaque d'envergure maximum, pensant déclencher ainsi un soulèvement populaire dans le sud. Pour achever la surprise, il veut opérer le jour de la fête du Tet, début du Nouvel An bouddhiste, le 31 janvier 1968. Mais pour distraire les Américains, il attaque tout d'abord la base d'artillerie de Khe Sanh, au sud de la frontière. Giap veut faire croire à Westmoreland qu'il va lui infliger un nouveau Dien Bien Phu. Le jour de la fête du Tet, Giap lance donc une offensive générale dans tout le pays. Il frappe simultanément toutes les villes importantes, Saigon, Hue et plus de 80 autres cités du Sud-Vietnam. Les forces alliées sont débordées. Saigon est un objectif clé. Giap est convaincu qu'en attaquant la capitale, il sapera le gouvernement sud-vietnamien et pourra dénoncer l'action de Westmoreland et l'horreur absolue de la guerre à un public américain de plus en plus sceptique. Les troupes de Giap se préparent à cette offensive durant 6 mois. En janvier 1968, ils connaissent les plans et les objectifs dans leurs moindres détails. Les mouvements des hommes de Giap avant l'offensive doivent rester secrets. Toute l'opération doit se dérouler selon un calendrier extrêmement précis. Les troupes ont reçu l'ordre de frapper Saigon à partir des galeries du district de Cu Chi, à 30 km au nord-ouest. On appelle l'ensemble de ces tunnels souterrains le triangle de fer. Ils sont en construction depuis 20 ans. En 68, c'est un labyrinthe de tunnels et de salles où des unités entières de Viet Cong peuvent vivre sur plusieurs étages. Chaque unité comprend quartier général, entrepôt de munitions, dortoir, cuisine et parfois même un hôpital. Par ces tunnels, les groupes d'assaut de Giap se rendent dans des maisons sécurisées de Saigon juste avant la bataille du Tet. « 20 000 hommes sont déployés pour attaquer la base d'artillerie américaine de Khe Sanh. Dans la première vague d'assaut de la bataille du Tet sont engagés 70 000 hommes, suivis de 350 000 réservistes. Giap manque d'armes lourdes, de chars et d'artillerie. Mais il est confiant dans sa capacité à surprendre les Américains par la rapidité de son attaque et à leur infliger ainsi un choc psychologique. Des stratèges expérimentés, parmi lesquels Westmoreland, se rencontrent en 1967 à Honolulu pour parler du Vietnam. Mais contrairement aux généraux communistes, il conclut qu'ils n'ont pas besoin de changer de plan. Depuis le début de 1966, le haut commandement américain mène une politique opérationnelle en 2 points. Pendant que l'armée sud-vietnamienne protège les zones urbaines et se consacre à la pacification, les forces américaines se déploient dans les campagnes. Pour éliminer la menace Viet Cong dans les zones rurales, Westmoreland se lance alors dans des opérations de frappe massive appelées « recherche et destruction ». L'hélicoptère domine sur le théâtre des opérations et donne aux troupes américaines une grande flexibilité. Il permet de déposer rapidement les soldats derrière les lignes ennemies, tout en profitant du soutien de tirs aériens. L'armée américaine déploie son agressivité. Elle bombarde en force Hanoï et la piste Ho Chi Minh, voie d'accès de Giap pour ravitailler ses combattants dans le sud. Les communistes subissent de lourdes pertes. Westmoreland bénéficie d'une supériorité en nombre.
il dispose de 60 000 hommes avec ses alliés australiens, néo-zélandais, thaïlandais et sud-coréens. L'armée de la République sud-vietnamienne compte 350 000 hommes. Mais ce sont les 500 000 Américains qui constituent la force principale de Westmoreland. Il bénéficie aussi d'une supériorité aérienne absolue, grâce au Phantom F-4 qui peut toucher l'ennemi n'importe où. Il possède aussi 3000 hélicoptères, dont le fameux hélicoptère d'attaque, le Cobra. Le Huey UH-1 avec sa mitrailleuse de porte. Et le Chinook CH-47, avion de transport capable de convoyer de lourdes charges. Les forces de Westmoreland peuvent frapper rapidement les soldats de Giap dans la campagne sud-vietnamienne. Ils voient la victoire toute proche. À la fin de l'année 1967, le président Johnson annonce aux Américains que les communistes ont perdu la guerre. Il cherche à rassurer son pays et à retrouver le soutien populaire. Westmoreland et ses supérieurs ne pensent qu'à vaincre Giap dans un combat ouvert. Mais tous ces efforts sont démentis par les scènes d'horreur diffusées quotidiennement dans les foyers américains et qui viennent renforcer le mouvement pacifiste en plein essor. Westmoreland pense être en train de gagner la partie, mais aux États-Unis, il doit livrer un combat difficile contre l'opinion populaire, et Giap est bien décidé à exploiter la situation. Cependant, Westmoreland va connaître également un problème avec son service de renseignement. Des incidents inhabituels, comme les attaques de Viet Cong contre des villages fortifiés, qui passent ainsi sous le contrôle de la guérilla, ou la confirmation que les troupes de Giap utilisent de nouvelles stratégies, indiquent qu'ils pourraient bien aussi utiliser des tactiques de guérilla urbaine. Les Américains répliquent avec acharnement aux actions ennemies. Les renseignements alliés leur indiquent également avoir appris lors d'interrogatoires de prisonniers qu'il pourrait bien se produire une offensive d'envergure pendant la période des fêtes du Tet. Mais Westmoreland est obligé de traiter simultanément avec des services indépendants les uns des autres, comme la CIA et aussi les renseignements militaires américains et sud-vietnamiens. Chaque agence tient farouchement à son indépendance et opère de façon parfaitement isolée. Le résultat, c'est que si la plupart des informations sont disponibles séparément avant la fête du Tet, elles ne seront jamais rassemblées pour donner une image cohérente de la stratégie de Giap. Son intention de s'attaquer aux centres urbains est démentie par les renseignements alliés, qui ne croient pas en ses capacités militaires. Westmoreland en conclut que la menace principale se situe dans les provinces du Nord, à la frontière de la zone démilitarisée. Il a déjà renforcé ses défenses tout au long de cette ligne, en construisant des bases d'artillerie fortifiées, comme la position tenue par les Marines à Khe Sanh. Durant la 3e semaine de janvier, Westmoreland, certain que Giap va attaquer, fixe son regard sur la zone démilitarisée au nord et néglige toute menace qui viendrait d'ailleurs. Malgré sa supériorité militaire, Westmoreland va devoir faire avec la faiblesse de ses services de renseignement et le déclin du soutien de ses concitoyens. Les troupes de Giap sont divisées en deux groupes distincts, l'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong. Avec l'intensification des combats, les troupes nord-vietnamiennes font le périlleux voyage qui les mène vers le sud, en empruntant la voie Ho Chi Minh, afin de se battre aux côtés de leurs camarades du Viet Cong. Malgré leur pénurie en armement lourd, les troupes de Giap sont bien entraînées, et des unités d'élite sont formées à l'utilisation de l'artillerie prise aux alliés, des mortiers ou même des chars. Le Viet Cong possède aussi des unités régulières bien formées, dont certaines sont composées de femmes, habiles au maniement d'armes spéciales, comme les fusils anti-aériens. Le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne sont très soutenus par la propagande communiste. Ils sont convaincus que la bataille sera décisive pour changer le cours de la guerre et réunifier le Vietnam.
S'ils ont réussi à occuper les zones rurales du Sud-Vietnam, c'est grâce à la coopération des paysans, qui est malgré tout souvent obtenue par la force ou la menace. Les hommes de Giap n'ont pas la puissance de feu de l'adversaire. Ils compensent en opérant dans des lieux limités, comme la jungle, où ils peuvent tendre des embuscades à l'ennemi et où ils connaissent parfaitement le terrain. Pour tous, la bataille du Tet est une nouvelle forme de combat, sauf pour les vétérans du mouvement de libération contre les Français. C'est un test majeur. On fait appel à de nouvelles techniques, comme l'infiltration et le combat dans les zones urbaines, dans le cadre d'une offensive conventionnelle. Giap sait qu'il faudra beaucoup de courage, de dévouement et de sacrifice pour atteindre le but, mais il a confiance en ses troupes. Les forces américaines de Westmoreland sont dotées des armements les plus modernes. Mais la majorité des soldats américains sont des conscrits de 18 ou 19 ans. Bien qu'ils exécutent correctement leur mission, beaucoup ne comprennent pas le monde dans lequel ils se battent. Très soupçonneux, ils ont tendance à prendre chaque Vietnamien pour un membre du Viet Cong. Ceci va détourner beaucoup de Sud-Vietnamiens de leurs défenseurs américains. Un problème majeur pour les troupes américaines, c'est le système de rotation. En effet, les soldats sont envoyés individuellement et non en unités déjà constituées. Chaque homme sert un an, mais avec ce système de rotation, les unités sont en fluctuation permanente. La cohésion entre les officiers, les sous-officiers et les hommes est entravée. Pour les officiers, le Vietnam est simplement une occasion de faire avancer leur carrière. Beaucoup d'entre eux ne font que la moitié de leur période avant de rejoindre l'état-major, ce qui a aussi un impact sur la cohésion des troupes. En même temps, les soldats sont au courant de l'hostilité grandissante de leurs concitoyens vis-à-vis de cette guerre. Ils se font de moins en moins d'illusions. L'influence américaine est toujours prépondérante. 12 000 conseillers viennent renforcer l'armée sud-vietnamienne. Mais la plupart de ces unités sont mal équipées, avec des armements et des moyens de communication dépassés, et leurs ressources sont limitées. Deux exceptions, les unités d'élite de Rangers vietnamiens et les bataillons de parachutistes. Mais surtout, cette armée est peu motivée et une corruption endémique affecte le corps des officiers. Ils traitent de façon brutale et publique leurs prisonniers de guerre et ceux qu'ils soupçonnent d'avoir des activités pro-communistes, ce qui les isole davantage encore de leurs compatriotes. Contrairement aux hommes de Giap, les forces alliées perdent leur motivation. Au début de la troisième semaine de janvier 1968, Westmoreland est sûr que Giap va attaquer. Mais ce dernier est le seul à savoir où et quand aura lieu l'affrontement. La base d'artillerie de Khe Sanh est importante en raison de sa proximité avec la piste Ho Chi Minh, voie de circulation principale du Vietnam. Khe Sanh est également proche de la frontière, d'où Giap a prévu de lancer son attaque. Fin 67, Westmoreland sait que 2 divisions de l'armée nord-vietnamienne se sont déplacées dans la région de Khe Sanh.
Une troisième division est aussi à quelques distances de là. Comme les Français à Dien Bien Phu 10 ans plus tôt, Westmoreland voit en Khe Sanh l'occasion idéale de pousser les Nord-Vietnamiens vers un combat ouvert et de leur infliger une cuisante défaite. Contrairement aux Français, il est bien décidé à empêcher Giap de les isoler de leur base. Giap déploie 20 000 hommes pour attaquer Khe Sanh. Ils seront soutenus par l'artillerie qui peut tirer depuis les collines de la zone démilitarisée qui domine la base américaine. À la mi-janvier de 1968, Westmoreland a amené en renfort à Khe Sanh 6 000 Marines. Pour Washington et les médias américains, hantés par la débâcle française de Dien Bien Phu, la bataille décisive va avoir lieu maintenant. Giap lance sa première attaque contre Khe Sanh peu avant l'aube du 21 janvier 1968. Les Marines lui infligent de grosses pertes. Mais un bombardement détruit la piste d'envol et le principal entrepôt de munitions. Les combats se poursuivent sous les attaques continuelles et puissantes de l'armée nord-vietnamienne et la défense désespérée des Marines de Westmoreland. Les avions cargo américains montent à l'attaque malgré les tirs ennemis. Mais le temps se gâte et les vols sont suspendus. Les soldats de Giap se rapprochent de Khe Sanh et creusent des tranchées en prévision des prochains assauts. Ils renforcent aussi l'artillerie pour bombarder la base ennemie. La lutte pour Khe Sanh s'intensifie et les Marines se retrouvent dans une situation périlleuse. Constamment bombardés et privés de ravitaillement depuis des jours à cause d'un temps épouvantable, ils résistent aux vagues permanentes d'attaques suicides des Nord-Vietnamiens. Régulièrement, des frappes aériennes américaines, par avion ou par hélicoptère, stoppent les attaques et empêchent les Marines d'être submergés. Westmoreland aimerait envoyer plus de renforts pour soulager les Marines assiégées, mais d'autres événements vont l'en empêcher. Khe Sanh est complètement coupé du monde. Il semble qu'un autre Dien Bien Phu se prépare. Malgré le drame qui se déroule au nord, le sud célèbre le Tet. Des mesures de sécurité sont prises pour éviter les infiltrations communistes. Hanoï et le Viet Cong décrètent la trêve pour ces jours de fête, comme chaque année. Mais le lieutenant-général Fred Wegan, qui commande à Saïgon, a été prévenu par des espions que Giap pourrait attaquer la ville, et il insiste pour obtenir des renforts. L'armée sud-vietnamienne et les troupes américaines sont rapidement redéployées, mais le temps manque. Le général Wegan déclenche une alerte générale la veille du Tet. Mais l'ambiance de fête qui règne au soir du 30 janvier dément ses inquiétudes. Alors que la bataille fait rage autour de Khe Sanh, les hommes de Giap abandonnent leur position, parmi lesquels les tunnels de Cu Chi et le triangle de fer. Ils infiltrent les villes depuis la campagne et mettent le cap sur les agglomérations du sud. Ils s'apprêtent à écraser enfin l'ennemi détesté, sud-vietnamien et américain, au moment où il s'y attend le moins, au début des fêtes du Tet. Mais l'attention de Westmoreland est concentrée sur la bataille de Khe Sanh.
Giap est sur le point de porter l'estocade. Il espère changer le cours de la guerre en sa faveur. Le soir du 30 janvier, alors que les Sud-Vietnamiens commencent à célébrer les fêtes du Tet, les troupes de Giap se mettent en mouvement pour rejoindre les positions d'où ils pourront lancer leur offensive finale. Le lendemain à l'aube, les troupes de Giap attaquent toutes les villes importantes du Sud-Vietnam, ainsi que la plupart des bases américaines et des aérodromes. Du début à la fin, l'offensive se déroule dans la surprise la plus totale, comme l'avait prévu le général nord-vietnamien. La plupart des attaques sont rapidement contenues et les agresseurs impitoyablement massacrés. Mais à Saigon, c'est une toute autre histoire. Les troupes de Giap attaquent les installations vitales de la capitale, comme la radio, le quartier général de l'armée vietnamienne et l'ambassade américaine. Les combats dans les jardins de l'ambassade sont d'une violence inouïe. Un commando de 19 Viet Cong se ferait un passage à travers les murs de l'ambassade et tue 2 militaires. Il s'ensuit une bataille sauvage. Le commando est coincé au rez-de-chaussée par des Marines. Des parachutistes arrivent en renfort. Leur hélicoptère atterrit sur le terrain de l'ambassade. Les combats sont intenses, mais dans la matinée, la situation se retourne. Les 19 Viet Cong sont tués. Retransmis en direct par tous les médias, les combats impressionnent l'opinion américaine choquée que cette guerre qu'on lui disait être gagnée soit en train de se dérouler sur la pelouse même de son ambassade. Il faudra 5 semaines pour nettoyer Saigon des infiltrés. Giap poursuit ses attaques dans d'autres villes importantes, comme Hue au nord. Là aussi, les combats qui ont débuté le 31 janvier font rage pendant 3 semaines autour de la citadelle au nord et de la rivière des Parfums au sud. Ce sont les Sud-Vietnamiens de la 1re division et une partie de la 1re division de Marines qui ont livré les principales batailles. Le premier jour de la bataille du Tet, le sergent de Marines Freddy González Platoon et sa compagnie tombent dans une embuscade, au cours de laquelle il est blessé. Malgré cela, sous le feu ennemi, il sauve ses camarades blessés avant de reprendre le combat. Puis González rampe dans les fossés. Sous les tirs intenses, il détruit le poste de mitrailleuse Viet Cong qui a abattu ses hommes sur place. Mais il est tué au combat 4 jours plus tard. Il sera décoré pour sa bravoure à titre posthume de la médaille d'honneur du Congrès. Les combats continuent à Saigon et à Hue pendant tout le mois de février. Les 2 villes sont en ruine quand les combats cessent. Giap comprend qu'il a atteint son but. Il ordonne à ses troupes de revenir à la guerre de harcèlement. Il maintient le siège de Khe Sanh, et ce n'est qu'en avril que Westmoreland déploie 13 000 hommes et le force à se retirer. À la mi-avril, Westmoreland pourrait se vanter de sa victoire sur Giap. Mais les combats ont été intenses et violents.
Diap a perdu plus de 50 000 hommes et au moins le double a été blessé ou fait prisonnier. Westmoreland a perdu 4 500 hommes et les Sud-Vietnamiens 16 000. Bien moins que ce que Diap comptait leur infliger. Westmoreland croit avoir passé le grand tournant de cette guerre, mais il se trompe. C'est Diap qui va remporter l'ultime victoire. Les combats dans les jardins de l'ambassade ont convaincu les Américains que la guerre du Vietnam est perdue, malgré les déclarations officielles. La nature des combats pendant les fêtes du Tet a montré au pays les horreurs du conflit, comme il ne les avait jamais vues. La mort de ces jeunes soldats pour une guerre vaine aggrave sa désillusion. Le mouvement antimilitariste grandit rapidement. En moins d'un an, l'administration américaine commence à se retirer du Vietnam en abandonnant les Sud-Vietnamiens. Diap a atteint son but. Il continue à mener son armée à la victoire. Et il atteint son but. Il voit la naissance d'un Vietnam communiste réunifié quand ses troupes entrent triomphalement dans Saïgon en 1975. Diap se retire dès la fin de la guerre, mais il reste une figure militaire internationalement respectée. Westmoreland est relevé de son commandement après l'offensive du Tet. Il est remplacé en juillet 1968 par le général Creighton Abrams. Et il est nommé chef de l'état-major américain en 1969. Il va œuvrer à reconstruire une armée démoralisée après la défaite finale de 1973. Au cours des années suivantes, il va défendre sa réputation et obtenir la reconnaissance pour ses hommes. La bataille du Tet a été un tournant dans la guerre du Vietnam. En dépit de l'incontestable succès militaire de Westmoreland contre ses forces communistes, Diap a atteint son but. Il a montré au public américain à travers de nombreux documents chocs que la guerre du Vietnam était une guerre qu'il ne pouvait gagner. Une fois les Américains partis, sa victoire est inévitable. Pour Westmoreland, l'offensive du Tet est une défaite, malgré sa victoire. Mais pour Diap, c'est le choc des guerriers, ultime et définitif.